Picasso connaissait ses classiques sur le bout des doigts. Il vouait par exemple une grande admiration à Jean-Auguste Dominique Ingres. En apparence, Ingres n'a rien d'un excentrique. Sa peinture est claire, parfaitement maîtrisée. Les formes sont définies par des contours précis qui cernent les couleurs. Rien d'excessif, rien qui ne dépasse. Tout l'opposé de Picasso, pourrait-on penser. Et pourtant, c'est chez lui que l'Espagnol trouve l'une de ses principales sources pour la représentation de ses muses et de la femme en général. Il y a une raison à cela. Sous l'aspect très contenu de sa peinture, Ingres n'hésitait pas à déformer les corps, de manière subtile certes, pour arriver au résultat recherché. Allonger un dos ici, déformer un bras là. Une particularité que Picasso, spécialiste de la décomposition des silhouettes, savait apprécier. Ce portrait calme et posé représentant une certaine Madame Moitessier a inspiré plusieurs portraits à Picasso. Impossible par exemple, lorsque l'on place les deux tableaux côte à côte, de ne pas voir la similitude de la pose entre le modèle d'Ingres et Dora Maar. Les deux femmes se tiennent assises, le visage placé de trois quarts et soutenues par la main posée sur la joue, les doigts écartés. Cet exemple n'est pas le seul. L'un des plus célèbres portraits d'Olga Picasso emprunte, inversé, la composition d'un autre portrait d'Ingres, celui de Madame Rivière, le bras négligemment appuyé sur le bord du fauteuil, l'autre bras tendu vers le bas. L'exemple le plus célèbre de citation d'un tableau d'Ingres dans l'œuvre de Picasso arrive très tôt dans sa carrière. En 1905, au Salon d'automne de Paris, le grand public découvre pour la première fois un tableau scandaleux, caché jusqu'alors au regard dans une collection privée, le bain turc aujourd'hui au musée du Louvre. Picasso est frappé. La toile représente un Orient fantasmé, peuplé de jeunes femmes aux poses sensuelles, alanguies dans le bain de vapeur d'un harem. L'une d'entre elles intéresse particulièrement le peintre, la jeune femme de droite aux bras relevés au-dessus de la tête. C'est elle qui inspire à l'Espagnol la posture provocatrice de la figure centrale des demoiselles d'Avignon. Et l'on en trouvera encore un écho bien des années plus tard, dans un tableau plus tendre et gracieux, représentant Marie-Thérèse posant nue dans un jardin. Le travail sur l'appropriation d'œuvres du passé ou du présent est l'une des grandes tendances de l'art contemporain. Richard Pettibone en a fait sa spécialité. Ce peintre américain est connu pour ses toiles qui citent, copient ou altèrent les œuvres d'autres artistes, notamment celles de ses confrères du pop art, comme Andy Warhol. Avec ce tableau de 1970, Pettibone fait coup double en concentrant en une seule image deux références artistiques. Le titre est explicite. Roy Lichtenstein, Picasso's Woman with Flowered Hat, 1963. Les références sont enchâssées, mises en abîme. Pettibone reproduit littéralement, sans le modifier, un tableau de Roy Lichtenstein, un autre artiste du pop art, intitulé Picasso's Woman with Flowered Hat. Ce tableau était lui-même une réinterprétation d'un portrait célèbre de Dora Maar, peint par Picasso en 1939-1940. Dans un face-à-face pictural, avec le grand maître du XXe siècle, Lichtenstein a soumis ce portrait à son propre style, inspiré des comics, les BD populaires américaines aux formes simplifiées et aux couleurs vives, cernées par de puissants traits noirs. Le tableau de Roy Lichtenstein est devenu aussi célèbre que l'original de Picasso. Or, l'un des principes du pop art est de travailler sur l'imagerie populaire. Image du quotidien ou image icône. En reproduisant un tableau de Lichtenstein inspiré d'un tableau de Picasso, qui était lui-même réputé pour réinterpréter les œuvres d'autres artistes, Pettibone révèle au spectateur toute la complexité cachée derrière la notion d'appropriation artistique. Quelle est la part de soi que l'artiste met dans son œuvre en s'inspirant d'un autre? Ou encore, quelle est la nuance entre citation et copie? Une manière de rappeler que finalement, toute œuvre échappe à son créateur à partir du moment où elle est livrée au public.